Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un épisode des podcasts de l'allumeur de réverbère. Je suis Georges Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai cet épisode, consacré au sport féminin en Mauritanie, grand pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, semi-désertique, peuplé d'environ 4 millions d'habitants, ancienne colonie française à cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. L'objet de cet épisode est tout à la fois de montrer les enjeux et les écueils à la pratique des sports féminins dans une société marquée par le poids des traditions et de la religion, et en même temps de montrer que cette même société n'est pas statique et que les lignes bougent, notamment en milieu urbain. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à Nouakchott, la capitale construite après l'indépendance et qui réunit plus du quart de la population du pays. Et nous sommes allés à la rencontre de 3 femmes qui pratiquent le sport dans des disciplines différentes. Nous commençons par Fatou Niang, 28 ans, footballeuse professionnelle et membre de l'équipe nationale de football féminin, que nous avons interviewée le 29 mai dernier dans le quartier Iloem, dans la commune de Tevarzena à Nouakchott. Elle a partagé avec nous son expérience et son parcours. Très bonne écoute. Donc je m'appelle Fatou Niang, footballeuse internationale qui a été aussi professionnelle dans un club au Maroc de première division à Osfas, à Sazak. Et maintenant, me voilà, je suis rentrée au pays. Comme j'ai repris aussi les entraînements avec mon ancien club FC Camara, Elmina. J'ai débuté depuis 2000-2001. On a eu une petite équipe en 2004 avec Camara qui, au fur et à mesure, avec le temps, nous avons grandi ensemble. Quand tu as commencé en 2000, tu allais dans le terrain? Avec les hommes, bien sûr. Avec les garçons? Avec les garçons, je m'entraînais dans les rues, à pieds nus. Toi, tu avais quel âge? J'avais entre 7 et 8 ans. 7-8 ans. Comment tu étais reçue? Il y avait d'autres filles aussi? Non, en ce moment-là, il n'y avait pas d'autres filles, mais quand même, au fur et à mesure que je jouais avec des garçons, j'ai quand même essayé d'attirer pas mal de filles qui ont eu à l'immédiat cette passion de vouloir jouer au foot avec moi. Donc on a commencé comme ça. Il y avait 1 ou 2 filles qui me voyaient dans les rues avec les garçons jouer au foot, pieds nus, des petits camps. On prenait des pierres, on le faisait sous forme de camp pour jouer. Et au fur et à mesure, il y avait 2 ou 3 filles de mes amis d'enfance qui venaient. Ça, c'était dans quel quartier? Ça, c'était à Sebra, à côté du stade Bassara. C'était difficile de ramener des filles? Très difficile parce que les parents n'acceptaient pas ça, c'était mal vu. C'est pas les filles qui étaient réticentes, c'est les parents? C'est les parents en fait, parce qu'ils se disent, ouais, comment une fille peut jouer au ballon? Surtout nos parents, Halpolar, Olof, Soniké, ils les voient très mal en fait. Pour eux, la fille est censée être à la maison. Si c'est pas l'école, c'est être femme de foyer en fait. Donc au début, c'était carrément difficile. C'est maintenant qu'il y a cette visibilité, petit à petit, il y a le développement du foot féminin. Mais à nos débuts, nous, on n'avait pas cette chance. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des interviews, on parle de foot féminin par-ci, par-là. Nous, dans notre temps, vers les années 2004 jusqu'à 2011-12, c'était carrément off. Mais nous, on avait cette passion, cet amour. Et on s'est dit, quand on veut, on peut. Il y a eu des changements parce qu'avant, on n'avait pas de championnat. En 2016, la FFLIM a fait un programme pour le foot féminin, pour son développement. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'il y a eu cette visibilité. En 2016, on a commencé les championnats. On a commencé à se développer petit à petit. Et les gens commencent à nous voir et voir nos talents, ce qui est le plus important, en fait. Tu penses qu'aujourd'hui, une fille de 7-8 ans qui voudrait attirer ses copines pour jouer dans la rue, elle aurait moins de mal qu'à l'époque? Ah, bien sûr, parce que nous, maintenant, la fédération, maintenant, on est devenu une référence. Il y a des filles qui t'appellent, il y a des parents même, ce qui est très rare. Il y a des parents qui disent, voilà, j'ai ma fille, elle a 10 ans, 11 ans, vraiment, elle aime le foot et j'aimerais bien qu'elle soit intégrée dans l'un de vos clubs. Ça fait plaisir d'entendre ça. Nous, à leur âge, on n'avait pas ça. Il y avait des parents qui interdisaient carrément que les enfants jouent au foot. C'est des parents de toute communauté ou tu vois qu'il y a des différences? N'importe quel, Soniké, Olof, Poula, voilà. Le Maure un peu moins? Le Maure un peu moins, ouais.
On revient un petit peu sur tes débuts. Le club Camara, comment ça s'est monté? Avec qui? C'était une groupe de filles qui ont grandi ensemble, qui ont cette complicité déjà, ce qui nous a facilité les choses. Et il y avait beaucoup de talentueuses, machallah. Certes, il y a d'autres qui ont carrément délaissé. Et moi, je suis sûre et certaine, l'ancienne génération qu'on avait, et si on avait complété avec la nouvelle génération, on aura la meilleure équipe féminine qui se trouve en Mauritanie, c'est sûr. Après, la moitié ont carrément délaissé. Ceux de ma génération, tels que Selim, Fatou Diop, Monje, Fama Anne, Hawa Kamara, etc. Je ne peux pas tous les énumérer, mais c'est grâce à ça qui nous a permis d'aller jusqu'à là pour compléter avec cette nouvelle génération qui viennent petit à petit en fait. Et celles qui ont laissé, c'est pour des obligations familiales, sociales ou d'autres des obligations familiales et d'autres les parents n'ont pas accepté, n'ont pas voulu en fait comprendre aussi. Quand tu es entrée dans le foot professionnel, comment tes parents ont vu ça ou ta famille? Bon, moi personnellement, j'avais pas ce problème parce que je suis issue d'une famille sportive. Mon père fut un ancien arbitre international et actuellement c'est un inspecteur de la FIFA des arbitres. Et j'ai eu des tantes basketteuses et des oncles footballeurs qui sont très bien, machallah. Donc, j'ai pas eu ce problème de ce côté-là. Au contraire, ils m'ont toujours encouragée jusqu'à là. Tu as des frères et sœurs qui font du sport aussi? Mes petites sœurs, non. Et c'est leur choix, je le respecte. Mais il y a mon petit frère qui est un amoureux de foot, qui fait de moi son idole aussi, qui me fait énormément de plaisir. Et Inch'Allah, un jour, il va lui aussi porter le maillot des Mourabitoune. Espérons bien, Inch'Allah. Alors, tu dis que tu as eu des tantes basketteuses et justement des femmes basketteuses, il y en a depuis beaucoup plus longtemps en Mauritanie. Ouais. Comment tu expliques que le foot a pris plus de temps à arriver du côté des femmes? Moi, par exemple, j'ai déjà rencontré des femmes qui ont la soixantaine. Elles m'ont montré une photo de lorsqu'elles faisaient du basket à l'époque. Mais je pense pas qu'on puisse trouver des femmes qui vont te montrer des photos de quand elles étaient footballeuses dans les années 80. Tu vois, donc le basket a été mieux accepté à l'époque que le football. Ouais, c'est ça. Ou alors est-ce que c'est juste que les femmes s'intéressaient moins au football ou... Je ne sais pas trop en fait parce que c'est vous qui avez ouvert la voie un petit peu? Oui, on peut dire ça. C'est nous parce que ceux de ma génération, après ça, j'ai jamais attendu, genre, il y avait des femmes à l'époque. Ou bien, Yaba, la famille de Tabara Gay, Tabara qui est dans le truc de basket, il y avait Yaba dans les temps. Elle jouait au foot, mais elle était seule. Il n'y avait pas d'équipe? Il n'y avait pas d'équipe, non, du tout. Avec ses copines. Oui, j'avais attendu une histoire comme ça. Mais après ça, c'est pas comme le basket dans l'ancien temps. D'abord, il faut être passionné. Je suis passionnée du foot depuis il y a longtemps, depuis mon enfance. Le foot, c'est toute ma vie, en fait. C'est pour ça que j'avais créé une association que j'ai appelée Cholito Foot, qui a pour but qu'il y ait plus de visibilité. C'est un truc de centre de foot de bas âge, en fait. Ça, c'est pour permettre aux enfants, les filles surtout, de 8 à 12 ans, qu'ils ont nos soutiens. Parce qu'il y a des petites filles qui aiment jouer au foot, qui n'ont pas cette chance. Parce qu'il y a toujours les parents qui sont là, non, ça ne rapporte à rien du tout. Du coup, une fois qu'on élabore ce projet et qui commence à marcher, les parents peuvent voir le football féminin d'une autre œil, en fait. Parce que vous essayez de sensibiliser un peu les parents? Voilà, c'est ça. On essaie de sensibiliser les parents pour qu'ils sachent que c'est une passion. C'est un sport comme les autres, en fait. Et c'est un métier comme les autres qu'on peut vraiment avoir accès sans autant d'inconvénients. Parce que déjà, le football, c'est un sport, c'est la santé d'abord. Et on est bien dans notre esprit, on est bien dans notre corps. Tu penses que ta pratique, elle peut servir à créer des modèles aussi pour les filles plus petites? Bien sûr. Nous, on s'est battus pour ça. On s'est carrément battus pour le foot féminin. Ça, bien avant qu'il y ait cette équipe nationale qui est en championnat, nous, on a commencé de rien. On jouait pieds nus, on jouait avec des garçons. Parfois, on a vécu même des petits maltraitances. Quand on passait, les entraînements étaient finis, ou on passait comme ça, on était en équipement, on nous jetait même des pierres pour ça. Ça, c'est quoi? Sortez. Des garçons? Des garçons, des parents, des responsables. Ou bien quand on est dans les quartiers, les terrains étaient occupés, on met nos pierres pour essayer de jouer un petit camp. Parfois, il y a des femmes qui viennent, qui versent de l'eau de poisson pour éviter qu'on joue sur le terrain. Ouais. On a carrément souffert pour ça. Et alhamdoulilah,
alhamdoulilah, la nouvelle génération qui vient n'a pas pu vivre ça parce qu'on essaie de faire le maximum pour sensibiliser les gens. Et je pense que petit à petit, ça commence à faire son effort en fait. Vous êtes combien de joueuses? Vous êtes 22 joueuses dans l'équipe nationale? Il y a une de vos joueuses qui avait fait l'objet de polémiques sur les réseaux sociaux l'année dernière. Il y avait sa photo qui avait un peu circulé, qui est Aman, qui est issue de la communauté Maure. Aujourd'hui, toi, comment tu vois cette polémique? Comment tu expliques que tu aies un peu cette différence Bon, ça... Est-ce que vous en parlez entre vous, entre joueuses, ou ça vous passe au-dessus? Non, on l'a. Aman, c'est une personne qui a été très forte et courageuse. Si c'était une autre, je ne pense pas qu'elle va tenir parce que c'est pas du tout facile, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vraiment... Et puis ça fait partie de la Mauritanie, c'est la société. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est une joueuse comme toutes les autres joueuses. Machallah, elle aussi, elle est bien. Et on ne peut pas empêcher qu'il y ait des polémiques, surtout étant une Maurice dans la société. Il y a de la solidarité entre les joueuses? Bien sûr, il y a une très grande solidarité entre nous. Il y a une complicité parce que déjà on se connaît, on est des amis. Nous, l'ancienne génération, avec la nouvelle génération qui vient, on les ouvre nos portes à bras ouverts. C'est comme nos petites sœurs. C'est la famille en fait. Le foot, c'est ce lien qui crée en fait. On peut venir de nulle part d'ailleurs. Ces liens se renforcent au fur et à mesure. Il y a cette complicité, cette solidarité. On n'a pas ce problème. Tant qu'on communique, surtout quand il y a les matchs, les regroupements, les retrouvailles, ça fait du bien. Ça nous change. C'est comme si on est dans un autre monde. Ça libère un peu quoi, l'esprit. Carrément. Moi, personnellement, je dirais le football, c'est pas juste un sport, mais aussi ça change. Moi, quand je suis sur le terrain, je change automatiquement. Je deviens une autre personne. Fini la pression, tout ce qui est pression et tout. Tu sais, quand tu es passionné, c'est quelque chose. C'est comme l'amour en fait. Bon, j'y connais rien parce que je suis une amoureuse de foot. Personnellement, moi, quand on me pose la question, c'est quoi l'amour en fait? Je vais commencer par le football parce que c'est lui mon homme, c'est lui l'homme de ma vie en fait. Tu vois, en fait, tu es dans un autre monde. Le football, c'est autre chose et ça crée un lien unique. Ça doit être gratifiant ça, quand tu rencontres des supporters qui te disent qu'ils te suivent. Oui, ils me suivent. Et maintenant, parfois, je vois, il y a des jeunes, je les vois, des filles qui portent mon maillot, il y a mon nom. Il y a Cholito Foot tout le temps que je vois les gens porter. Et ça me fait plaisir. Les polémiques, c'est toujours là. Nous, on fait le foot, mais il y a des choses qu'on attend. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas attendu. Parfois, on a cette étiquette de soi-disant Khairou Salam, de lesbienne. Ça existe. Et puis ça, c'est partout dans le monde, le foot féminin. Oui, parce que toi, là, tu disais, il y a toujours des polémiques, mais dans l'équipe masculine, il n'y a pas ces polémiques. Les polémiques, c'est plus systématique pour les équipes féminines. Que pour les hommes, absolument. Et c'est vraiment triste de voir ça, en fait. Il y a moi, je vois qu'il y a toujours cette discrimination, en fait. Actuellement, vous allez bientôt préparer les qualifications pour la CAN 2022. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance, l'état d'esprit de l'équipe, etc. Bon, ça va, on est bien dans notre esprit. On a confiance aussi. On a confiance cette fois-ci parce qu'on a eu des expériences telles que l'Espagne, Tunisie, tout ça. On a un objectif parce que quand on fait quelque chose, il faut avoir un objectif. Et notre premier objectif, c'est pour une première fois qualifier en Coupe d'Afrique pour la CAN 2022. Du coup, on est là à arrache-pied, on s'entraîne, on est dans notre max. On se prépare à fond là-dessus, Inch'Allah. Et notre premier match, c'est contre la Guinée-Bissau en octobre, Inch'Allah. Allez, et retour, ça sera ici. Toi, tu sens l'amélioration qu'il y a eu de l'équipe depuis 2019 quand elle s'est mise en place? Oui, parce qu'au fur et à mesure, tu compétis. C'est certes, on a encaissé, on a beaucoup encaissé, mais c'est une expérience parce que pour tenir debout, il faut d'abord apprendre à tomber. Apprendre à tomber. Bon, on apprend des défaites aussi. Hein. Ah oui, ça fait partie. C'est le football qui est comme ça en fait. Donc on a confiance et Inch'Allah, on va qualifier. Peut-être comme vous avez rencontré des équipes qui sont plus anciennes que vous ou qui existent depuis plus longtemps, les premières défaites que vous avez pu avoir, ça n'a pas découragé l'état d'esprit de l'équipe? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on était sur le terrain. Tu sais, quand tu joues au foot avec fierté, quand tu es sur le terrain, quand vous êtes en équipe, vous jouez, malgré les scores, apprenez à tenir. Nous,
sur le terrain. Par exemple, contre l'Espagne, c'était le score le plus élevé. C'était 11-0. Mais c'est le match qu'on a pu mouiller le maillot que les autres matchs des scores de 5-1, 4-1. Ah oui, contre l'Espagne, elles sont très rapides. Elles ont joué la Coupe du Monde et tout ça. Et il y avait cette VAR. En ce moment, il y avait VAR. Dans les scores de 11, il y avait plus de 4 pénaltys. Mais c'était une expérience. Moi, c'était le meilleur match que j'ai pu jouer. Les 11-0, c'était mon meilleur match. Parce que c'était de l'expérience. On a joué avec des filles très, très rapides. Mais on a mouillé le maillot jusqu'au bout. Et j'étais vraiment très fière de moi et très fière de mes coéquipières. Et surtout le coach avec son staff qui ont fait un très bon travail là-dessus. Ouais, le score, il n'est pas représentatif de l'énergie que vous avez mis là-dedans et tout ça. Carrément, mais ou de ce que vous le avez plus retenu de ce important, match. c'était ce qu'on a fait sur le terrain. Il fallait être présent pour y voir. Nous quittons Fatou pour aller à la rencontre d'une autre sportive. En athlétisme et en arts martiaux cette fois, Aïchetou Gueye, 27 ans, également connue sous le nom de Aïcha la Tigresse. Nous l'avons interviewée le 21 avril dernier dans son dojo, dans le quartier PK8, dans la commune de Riyad à Nouakchott. Elle a commencé par l'athlétisme en 2005, qu'elle a pratiqué à un haut niveau jusqu'en 2015. Après un bref passage par le judo en 2008, elle s'est initiée en 2015 au Vovinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Ceinture bleue, 3e cap, elle est la première formatrice de cette discipline en Mauritanie à disposer de son propre dojo. Elle commence par nous présenter cet art martial. Le Vovinam Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien qui a été créé en 1938 au Vietnam. Comment t'en as entendu parler? En fait, j'avais pas entendu parler, mais je les ai rencontrés au stade olympique où je faisais de l'athlétisme. Et je les ai rencontrés là-bas. J'ai suivi leurs entraînements pendant 2 jours. Ça m'a plu. Et je suis venue me renseigner. Après les renseignements, je me suis inscrite. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le Viet Vo Dao qui t'a plus attiré que dans un autre art martial? Comme on dit, tous les arts sont bons. Sauf que le Viet Vo Dao, je ne l'ai pas connu auparavant. C'était ma première fois de les rencontrer. Comme j'ai dit, j'ai quand même suivi quelque temps leurs entraînements. Ça m'a plu, c'était très beau, magnifique. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Il n'y avait qu'une seule fille dans la salle que je voyais tout le temps présente. Et je me suis dit pourquoi, à chaque fois que je passe, il y avait d'autres. Mais demain, elles ne sont pas là. Mais elle est toujours là. Alors, je me suis renseignée. C'était quoi comme art? On m'a expliqué. Elle s'entraîne encore, cette fille-là? Non. Est-ce que toi, tu constates que les filles durent moins longtemps dans les arts martiaux que les hommes? Effectivement. C'est triste, mais c'est la réalité. On ne croit pas vraiment à le sport ici en Mauritanie. Que ça soit fille ou garçon. Mais on peut dire qu'actuellement, on a constaté quand même qu'il y a un changement par rapport à auparavant. Parce que je peux dire qu'avant, il y avait peu. Je peux même dire que j'ai fait partie parmi ces premières filles qui ont pratiqué l'athlétisme en Mauritanie. Vu que la Mauritanie, comme on dit, République islamique. Quand j'ai commencé le Vovinam Viet Vo Dao, je suis restée presque plus de 2 ans sans faire le passage de grade. Comme on dit, à chaque fois qu'il y avait un passage de grade, moi je suis là tout le temps. Je ne réclame pas. Peut-être que c'était un test que mes maîtres ont voulu me faire passer. Alors, si c'était le cas, moi, je peux dire que j'ai réussi. Parce qu'avec ma première ceinture, ils m'ont ouvert un dojo en 2017. Ce qui fait de moi la première femme mauritanienne à avoir ouvert un dojo de Vovinam Viet Vo Dao, pour ne pas dire un dojo d'art martial. On vient d'assister à un entraînement dans ton dojo. Tu as fait un enchaînement qui avait l'air très intense physiquement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce que ça t'apporte physiquement? Beaucoup de choses, beaucoup, surtout la maîtrise de soi. Ouais. J'ai constaté que je me maîtrise maintenant beaucoup plus qu'avant. J'étais une fille un peu, disons, bagarreuse. Et quand j'ai commencé quand même les arts martiaux, ça m'a vraiment aidée. Là, je me rends compte que je peux me maîtriser dans beaucoup de choses. C'était pas le cas auparavant. Je me battais, j'étais tout le temps très nerveuse.
Pour une petite chose, je pouvais m'énerver. Et là, je peux vraiment m'en passer. C'est une éducation, avant tout. C'est la formation de l'homme vrai, en dehors de toute considération. La première des choses qu'on t'enseigne quand tu es débutant, c'est-à-dire qu'on recherche les choses que tu détestes le plus. Et c'est ce qu'on te demande de faire tout le temps. Là, c'est une formation militaire. Il faut vraiment être quelqu'un qui est humble dans toute chose. Avant, il suffisait que tu m'observes même d'une manière un peu, comment on dit, de défi un peu. Défi. Et là, moi-même, je pouvais faire les premiers pas pour te demander pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Et maintenant, alhamdoulilah, j'ai vraiment beaucoup changé. Vraiment beaucoup. Ça t'a permis de rencontrer du monde aussi? Effectivement, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Déjà, quand j'étais athlète, comme on dit, quand on aime quelque chose, il faut vraiment se donner à fond. Montrer qu'on aime vraiment ce qu'on fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais c'est moi qu'on n'a pas choisi à ma place, mais par contre, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, je me suis dit que puisque je l'aime, il faut vraiment que je donne tout pour atteindre mon objectif. Et c'est la philosophie que je me suis faite. Dans la salle, il y a d'autres formateurs qui sont des hommes. Toi, quand tu as commencé le Viet Vo Dao, est-ce que tu as constaté que tu avais un traitement particulier pour le fait d'être une femme, ou est-ce que tu as vu des différences de la part des autres il y a un professeur et un maître. Ils ne sont pas des formateurs. Par exemple, celui que vous avez vu en ceinture rouge, c'est un maître. Et c'est le directeur technique du Viet Vo Dao mauritanien. L'autre que vous voyez en ceinture jaune avec 2 grades, c'est un ceinture jaune de 2e dan, qui est un professeur, Abou Konaté, qui est le président de l'Union du Viet Vo Dao mauritanien. J'ai eu la chance d'être formée par ces 2 grands hommes. C'est eux qui m'ont formée. C'est eux qui ont ouvert la salle en 2017, la salle qu'ils m'ont fait un cadeau qui m'a vraiment touchée. Moi, je disais que j'étais encore débutante, mais ils ont eu quand même la confiance de me confier en dojo. Et ça a été un fardeau. Comme ils ont eu la confiance, je me bats tous les jours pour ne pas les décevoir. Comment tu vois comment cet art martial et le dojo est reçu dans le quartier? Comme tout début, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que c'est dirigé par une femme. Ah, ça, tu penses, ça a été une difficulté? Oui. De plus? Parce qu'on a quand même, même si c'est triste à dire, quand même, on a une mentalité qui est vraiment un peu tordue. Voilà. Parce que disons qu'ici, on n'accepte pas, c'est mal vu d'être dirigé par une femme. Comme on dit tout le temps, la femme, elle est toujours derrière l'homme. Ce n'est pas le cas vraiment dans le domaine art martial. Pour moi, que ça soit une femme, un enfant, tant qu'il a été là, bien avant toi, il l'a appris bien avant toi, il peut te diriger. Et le problème que j'ai dû en rencontrer, c'est le fait d'être une femme. Parce que d'habitude, je rencontrais beaucoup de gens qui voulaient s'inscrire. Mais une fois arrivé dans le dojo et qu'ils demandent où est le maître, quand je dis que je suis là, là on me dit « Ok, on prend le renseignement, on va revenir ». Et ils ne reviennent pas? Ils ne reviennent pas, ou quand ils reviennent, c'est les moments où ils voient que maintenant, ces 2 hommes sont là, ils viennent pour s'inscrire. Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, ça a pu attirer des filles qui ne seraient pas venues dans la salle si c'était un homme qui était le maître? Si. Toi, tu as des élèves qui sont... Tu as Oui. des enfants, c'est mixte, c'est garçons et filles? Oui. Je dirais que là, comme vous avez dit, il y a 2 filles qui sont là dans le dojo, qui étaient dans un autre dojo. Ok. Elles faisaient le karaté. Et quand je suis arrivée dans le quartier, bien avant l'ouverture de la salle, je passais devant leur maison pour partir au Sapra, dans mon autre dojo. Et du coup, quand je passais avec peut-être l'habillement, avec peut-être la taille, bon, disons que j'ai une forme qui ne peut pas se cacher. Même en tenue moderne, avec nos tenues traditionnelles, on peut voir que c'est une sportive qui marche. Et du coup, il y en a une qui était avec l'un de ses supérieurs. Quand je passais, il a dit à son supérieur que moi, je m'aurais vraiment ressemblé à cette fille. Et quand j'ai ouvert la salle, elles ont quitté leur dojo pour s'inscrire ici. Et aujourd'hui, il y a un autre jeune qui était de leur dojo, qui a quitté aussi, qui est venu me rejoindre dans la salle. Et voilà. Tout à l'heure, tu nous expliquais qu'il y a eu un papa récemment qui a repris 3 filles à lui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Avec ces 3 filles, j'ai été un peu déçue par leur papa, parce qu'en tant que pratiquant, en tant qu'un intellectuel qui a fait l'école, peut-être on pouvait s'attendre venant d'une autre personne, mais pas de lui, qui a retiré ces 3 filles. Soit disant que les grands écarts, ça dévierge ces filles. Alors que moi, depuis combien de temps je pratique,
Les grands écarts, on ne le fait pas en bonjour. On apprend à les faire. C'est juste des muscles, des veines. Et il faut juste les entraîner jusqu'à ce qu'ils s'adaptent à le faire. On ne se réveille pas en bonjour et puis paf, on le fait. Si c'était le cas, là, on peut dire que ça peut blesser. Mais il y a des étirements, il y a des techniques. Ça n'a rien à voir avec la virginité. Absolument. Tu penses qu'il s'est fait son idée lui-même ou c'est les gens qui lui ont dit quelque chose ou quoi? Moi, je pense que c'est de lui-même. Parce que c'est lui-même qui était venu dans mon dojo me voir. On a échangé quelques techniques. Et quand moi j'ai repris les entraînements, on a travaillé les écarts. Il m'a demandé, Aïcha, est-ce que les enfants font ça? J'ai dit oui. Et il y en a qui le font très bien. Il me dit, mais non. Et c'est ça qui l'a fait. Et les filles aussi, j'ai dit oui. Ici, il n'y a pas d'exception. C'est comme ce que me disait mon maître. Ici, je vois pas de filles, moi. Tout le monde est garçon. C'est ce qu'on me disait. Et vu qu'il y avait un moment où je suis devenue la seule fille dans le dojo et la plus gradée. Toutes choses qu'on faisait, j'étais devant. Du coup, s'il y a quelqu'un qui doit se blesser, je serai la première. Il faut que je le fasse pour que les autres puissent le faire. Est-ce que toi, tu as déjà senti que, par exemple, à l'entraînement, avec les garçons avec qui tu t'entraînais, il y avait une différence, par exemple, que soit ils retenaient leur coup, soit au contraire, ils y allaient à fond parce qu'ils voulaient pas être battus par une fille? Est-ce que tu as déjà senti des choses comme ça? Souvent, tu rencontres certains qui sont un peu, qui ne veulent pas vraiment faire du mal à une femme. Mais ça, je peux dire, il y en a d'autres. Au début, c'est ce qu'ils me disaient. Quand je disais, mais il faut taper fort. Vous êtes des hommes, il faut taper là. Ils me disaient, non, mais en fait, vous êtes une fille, on ne veut pas donner. J'ai dit, moi, je ne vois pas ça. Il faut donner des coups. Du coup, parce que tu tapes fort en général? Oui, il faut taper. Il faut vraiment taper. Parce que moi, je tape. Parce qu'on a appris comment maîtriser les coups. Et on a appris aussi comment faire les parages pour ne pas recevoir les coups. Du coup, tu as appris tout ça et tu te laisses donner un coup. Du coup, moi, je dis que bon, ça dépend de l'adversaire. S'il veut vraiment recevoir, c'est son problème qu'il reçoit. Mais aussi, il faut apprendre à recevoir des coups parce que dans la rue, quand même, on ne demande pas à son adversaire, oui, il faut me frapper doucement. Quand on se bat dans la rue, on reçoit des coups. Toi, des préjugés comme celui du papa qui est venu chercher ses 3 filles, tu as dû en voir plein depuis que tu t'entraînes? Plein. Depuis que j'étais athlète, j'ai entendu pas mal d'insultes. Moi, on m'a surnommé on m'a surnommé garçon manqué. Pas de souci. On m'a surnommé spaghetti. On m'a même surnommé les yahoyaboy, les petits ours. Vous connaissez les yahoyaboy? Vous savez qu'il y a des petits ours tellement minces. Voilà, j'ai même été surnommée en personne. Et il y avait même des gens qui, quand on m'a rencontré dans la rue en train de courir, parce que moi, je n'étais pas complexée vraiment. Moi, quand j'ai opté pour le sport, je me suis dit que bon, pourquoi prendre un taxi, se voiler, venir jusqu'au stade et puis se dévoiler se dévoiler et puis faire, quand on finit, reprendre un taxi. Ça n'a pas de sens. Je ne fais rien de mal. J'ai pas besoin de me cacher. Du coup, j'ai quitté chez moi, 5e, je cours jusqu'au stade olympique. J'ai fait mes étirements, mes cours d'athlétisme, je finis, je continue les arts martiaux. Et au retour, c'est la même chose. Dès que je sors de l'estade, je commence à courir jusqu'au 5e. Quel que soit l'art martial, c'est un peu rare à Nouakchott de voir puis même en dehors de Nouakchott, mais de voir une femme formatrice. Est-ce que tu vois que ça peut inspirer des filles plus jeunes? Oui, quand j'étais encore au 5e, comme je vous ai dit que je suis la première femme mauritanienne à avoir ouvert un dojo de Viet Vo Dao, pour ne pas dire un dojo d'art martial. Mais personnellement, je n'ai jamais encore rencontré une fille qui a son propre dojo. Non, je ne l'ai pas encore rencontrée. Et quand j'étais au 5e, il y avait une fille qui était venue nous voir dans le dojo et qui m'a dit, est-ce que si je m'inscris, je pourrais devenir comme toi? Et moi, je lui ai dit, peut-être mieux que moi. Ça demande juste le travail et d'avoir la confiance en soi, d'avoir aussi beaucoup de volonté pour pouvoir percer. Elle est venue, elle s'est inscrite, on a commencé à travailler et à un moment donné, il y avait d'autres jeunes filles, 2 autres qui sont venues. Et malheureusement, quand j'ai quitté là-bas, elles ont quitté la salle. Okay. Elles ont arrêté. Et la dernière fois, d'autres femmes, c'est un encouragement quand même. Oui, il y avait eu d'autres filles, mais à chaque fois, quand tu les vois 2 semaines, 3 semaines, quand tu reviens, elles ne sont plus là. Bon, pour moi, ça manque encore l'amour, c'est-à-dire le fait de vouloir le faire. Parce que moi, je peux dire qu'au début, je me suis lancé un défi par rapport à la fille qui était là-bas. Pourtant, elle a abandonné, mais moi, je suis toujours là et je compte pas m'arrêter vraiment. Je peux même dire que, bon, comme je dis souvent, il se peut même que mon premier enfant naisse dans le dojo.
Tout à l'heure, tu parlais des insultes que tu as reçues, etc. Aujourd'hui, tu as plus de maturité, mais à l'époque où tu les recevais, c'était plus blessant que ça ou... Oui, le début, ça m'a blessée. Toi, tu comprends que ça peut décourager Oui, des filles c'était des découragements. Ça, c'était juste parce qu'au début, pour la première fois, quand on me l'a fait au stade olympique, c'était par d'autres filles qui faisaient de l'athlétisme. Mais comme j'ai dit, quand c'est les autres filles qui étaient dans le terrain. Et là, je peux dire que c'était par jalousie, parce que je les ai trouvées là-bas. Elles étaient au nombre de 4 ou 5 filles comme ça. Mais à chaque fois qu'elles venaient, elles se voilaient, elles étaient dans le taxi, arrivées au terrain. Elles ont tous de jolis équipements, avec des jolies chaussures, de belles chaussures, et puis voilà. Mais ce qui a impressionné un peu les coachs, c'est que moi, quand je suis venue, quand je me suis inscrite là-bas, au niveau de la fédération d'athlétisme, moi, je me suis vraiment donnée à fond. Je l'avais vraiment pris sérieusement comme mes études. Je voulais vraiment devenir une internationale dans l'athlétisme, pouvoir représenter la Mauritanie un peu partout. C'était ça mon objectif. Et là, il y a eu vraiment les coachs qui ont vu que j'étais dévouée et je voulais vraiment percer. Ils veulent vraiment me prendre en charge, m'entraîner, parce que quand même, j'y mettais vraiment du sérieux. Et ça a créé un peu de jalousie entre les filles. Et un jour, elles étaient en haut, moi je courais autour du terrain. J'ai senti qu'il y avait des coquillages comme j'étais. Et quand j'ai fait comme ça, je les ai vues en haut. Elles sont montées juste pour pouvoir me jeter des pierres et tout. Ah ouais. Des petites coquillages comme ça. Et là, quand j'ai continué à courir, je les ai vues, mais je me suis dit, attends, jusqu'à la fin, que je me maîtrise quoi. Il faut que je me maîtrise jusqu'à la fin. Et là, quand j'ai essayé de me maîtriser, c'est là qu'ils ont commencé les gros mots, me saboter. Ouais. Et là, on s'est battu dans le terrain. Ah ouais, vous êtes battus? Oui, parce que j'ai demandé, qu'est-ce qui a dit ça? Il y a une qui m'a dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu en peux quelque chose? J'ai dit, oui, j'en peux. Elle descend, elle me dit, ok, on verra ce que tu peux. À la descente, je lui ai giflé avant même qu'elle n'arrive. Et là, on s'est battu, il y a les autres qui sont venus. Mais vu que, comme j'ai reculé devant rien, c'est ce qui a amené le mot Aïcha la tigresse. Ah ok, c'est venu de là quoi. Tu penses que si ça arrivait aujourd'hui, tu te serais battue? Non, parce que jusque là quand même je l'entends souvent. Et maintenant tu te maîtrises mieux? Je me maîtrise parce que quel que soit ce qu'ils disent, moi ce que je voulais, je l'ai. C'est le pouvoir percer, c'est le fait de pouvoir réussir, avoir quand même l'attention des autres. Et je l'ai, alhamdoulilah, je l'ai. Il y en a même quelques amis qui m'ont conseillé. Pourquoi tu ne veux pas faire une nationalité éthiopienne? Parce que quand même, tu les ressembles physiquement. Et là, on sait que tu vas percer ou aller au Sénégal. J'ai dit non. Moi, je veux que quel que soit ce que je pourrais avoir, que ça soit en Mauritanie. Parce que c'est là que je suis née. Ça veut tout dire quand même, quand on te suggère d'aller prendre une autre nationalité pour percer dans le sport. Oui, mais moi, j'ai dit non. Si je dois réussir, ça sera ici, en Mauritanie. Parce que je suis un fruit de la Mauritanie quand même. C'est là que je suis née, que j'ai grandi, que j'ai étudié. Pourquoi sortir pour réussir dans un autre pays? J'aimerais réussir ici. Et je vais me battre dans le domaine sportif pour pouvoir réussir. Si j'ai pas réussi dans le domaine de l'athlétisme, il y a les arts martiaux. Et j'ai confiance. Et je sais que je vais percer, Inch'Allah. On remercie Aïcha que l'on quitte pour rester dans la commune de Riyad, à Nouakchott, où nous avons été à la rencontre d'une autre sportive, Mariam Djigo, que nous avons interviewée le 30 mars dernier. Âgée de 33 ans, Mariam est marathonienne et joue dans l'équipe de basket de sa commune, en catégorie handisport. Elle a partagé avec nous son expérience du sport dans un contexte social particulier puisqu'en Mauritanie, les personnes handicapées sont le plus souvent marginalisées et reléguées à des activités de mendicité. Mariam a répondu à notre interview dans sa langue maternelle, le poulard, une variété de la langue peul présente en Afrique de l'Ouest. Nous avons donc traduit ses réponses en français. Assalamu alaikum, mbiyetemi ko Mariam Djigo, komi debbo handicapé, mbeɗa waɗa sport basket. Salam alaikum, je m'appelle Mariam Djigo,
Je suis une femme handicapée et sportive. Je fais du basket et de l'athlétisme. J'ai commencé il y a longtemps grâce à Dieu. De temps en temps, si je cours le marathon, je gagne des coupes et des médailles. Des fois, le trajet peut aller jusqu'à 10 ou 5 km. J'ai commencé quand j'avais 18 ou 17 ans. Ma famille ignorait que j'étais athlète, mais Dieu a fait que j'allais de temps en temps à la maison des jeunes pour faire du sport. Ainsi de suite, jusqu'au jour où j'ai couru et où j'ai gagné. J'ai continué jusqu'à ce que j'emporte un prix d'un montant de 10 000 ouguiyas, 240 €, ainsi qu'une photocopieuse. C'est à ce moment que ma famille a su. Même mon père ne l'a appris que dans le journal. Il ignorait que je faisais du sport. Il l'a lu dans un journal et il a su que j'avais gagné. Et le basket, comment tu as commencé? Le basket, je venais juste au stade. Je préférais l'athlétisme, mais mon entraîneur m'a suggéré d'intégrer un peu le basket. J'ai commencé à jouer avec les garçons parce que dans l'équipe féminine de la Mauritanie, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais des femmes qui font de l'athlétisme, il y en a. Donc j'ai commencé à jouer avec les hommes. C'est ce qui m'a amené à jouer au basket. Mais je n'y ai pas mis beaucoup d'espoir. J'en avais plus pour l'athlétisme parce que c'est ce que j'aime le plus. Quand tu t'es présentée, tu as parlé de ton handicap. Tu es à la fois une femme et une personne porteuse de handicap. Est-ce que l'un de ces deux éléments, on va dire, a posé une difficulté pour que tu fasses du sport? J'avais des problèmes parce que j'habite très loin de l'ancienne maison des jeunes. J'habite dans la commune de Riyad où il y a un stade, mais pas un stade où une personne handicapée peut se déplacer comme elle en a besoin. Si tu dois aller jusqu'au centre-ville, c'est un problème. Le sport, c'est quelque chose de bon et qui apporte beaucoup en termes de santé physique. Les Mauritaniens, certains ne connaissent pas la valeur du sport. Ils ne s'intéressent pas au sport comme ils le devraient. Il y a du sable et les fauteuils roulants ne peuvent pas rouler sur le sable. Ce n'est pas bitumé. Si ce n'est pas bitumé et qu'il y a du sable, tu ne peux pas pousser le fauteuil. Toi, c'est déjà arrivé que tu me racontes que, par exemple, les voisins ou les gens, ils fassent des commentaires qui montrent qu'ils sont un peu étonnés quand, toi, par exemple, comme femme handicapée, tu te fais belle au moment de la fête, par exemple, que tu t'habilles bien, que tu te maquilles, etc. Comme si ce qu'on attend d'une femme en termes de beauté, c'est pas la même chose qu'on attend d'une personne handicapée, comme si une handicapée peut pas être belle. Il y a un peu cette idée-là. Est-ce que tu penses que ton handicap, paradoxalement, il a pas aidé justement à ce que tu fasses du sport? Si tu n'étais pas handicapé, peut-être tu aurais eu plus de commentaires disant « Ah, mais une femme peut pas faire du sport, etc. » Mais comme tu es handicapé, on dit « Ah, c'est super, une personne handicapée qui fait du sport, c'est courageux. » Est-ce que paradoxalement, le handicap, il n'a pas aidé les gens à pas faire de commentaires, à pas faire de mauvais commentaires? Il y a des gens ici qui pensent que la personne handicapée n'est pas une personne. Si tu es une personne handicapée et que tu t'habilles, on te le fait remarquer. Quoi que tu fasses, on te le fait remarquer. Parce que tu es handicapé, tu ne peux pas avoir quelque chose de beau. Tu ne peux rien faire de bon. Ils te cantonnent à t'asseoir pour mendier. Moi, je disais que je suis athlète, mais des gens ne me croyaient pas. Si je dis que je joue au basket, ils disent que c'est faux. Comment une personne handicapée peut jouer au basket ou gagner? Les gens demandent à voir, ils croient que c'est une plaisanterie. Donc en fait, ça n'a pas vraiment aidé en fait. Les gens quand même trouvent ça bizarre qu'une personne handicapée fasse du sport. Oui. Alors, dans l'équipe, tu disais que tu es la seule femme de l'équipe de basket, que tu joues avec des hommes. C'est une équipe mixte, hommes-femmes. Hein. L'équipe de Riyad compte 3 femmes. Moi, je suis la seule qui joue avec eux au basket. Les autres femmes ont peur. Elles n'acceptent pas de jouer au basket. Comment est-ce que tu as été reçue par les hommes de l'équipe? Est-ce que tu as un traitement particulier? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Est-ce qu'ils te traitent différemment parce que tu es une femme? Voilà, comment ça se passe? Quand je les ai rejoints, je n'avais pas de fauteuil à moi. Je venais, mais mon fauteuil n'est pas fait pour le basket. Mais leur supérieur, Dr Mbarek, grâce à Dieu, m'appréciait beaucoup. C'est lui qui m'a cherché un fauteuil et c'est grâce à lui que les autres n'osent rien me dire. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le sport représente pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Physiquement, mentalement? Grâce au sport, j'ai obtenu ce que je n'avais jamais eu. Je n'avais jamais pu avoir ce montant de 10 000 ouguiyas dans les mains. Le sport m'a donné cela. Le sport m'a donné la santé et beaucoup de dynamisme. Il m'a enlevé la honte parce que quand j'ai commencé à jouer au basket, je me suis découverte. Il y a des gens qui m'ont aimée et j'ai eu des supporters. Ça m'a plu. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui que j'ai pu acheter grâce au sport. Là, tu parles d'un complexe. Tu peux mieux nous expliquer de quel complexe tu parles?
Dans le passé, avant que je ne commence à fréquenter des personnes handicapées, même quand on avait un programme avec la famille, j'étais la seule personne handicapée. Quand j'entre, tout le monde laisse ce qu'il fait et me regarde, au point que je me sens moi-même dérangée et que je regrette d'être venue. Est-ce que ta manière de voir ton propre corps a changé avec ta pratique du sport ? Oui, avant je ne bougeais pas, je ne faisais rien, j'étais juste assise. Maintenant que j'ai commencé à faire du sport, mon corps est plus en forme. Est-ce que tu penses que ta pratique à toi du sport peut aider à déconstruire tous les préjugés qu'il y a sur le sport féminin et sur le sport handicapé ? Oui, parce qu'avant, il y avait des gens qui pensaient qu'une personne handicapée ne peut pas faire du sport jusqu'à gagner quelque chose avec. Mais quand j'ai commencé à faire du sport et à gagner, les gens, mes voisins, ma famille, ont su qu'une personne handicapée peut faire du sport. Il y en a qui ne savaient même pas qu'une personne handicapée peut faire du sport. Certains ont commencé à emmener leurs enfants pour que je les amène au stade, pour qu'ils s'entraînent, parce qu'ils ont vu que j'y ai gagné quelque chose. Ils t'ont demandé à toi si tu pouvais accompagner leurs enfants handicapés ? Oui. Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui voudraient faire du sport mais qui ont peur des commérages et des préjugés et tout ça ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Qu'elles sachent seulement ce à quoi ça va leur servir. Parce que si tu veux écouter ce que les gens disent, ça va te retarder. En plus, quand on est une personne handicapée, on doit avoir conscience de soi et aimer ce qu'on fait pour bien le faire. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas le faire. Peu importe le domaine où tu es, tu dois l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas bien faire. Mariam, Jaraman Faye. Merci. Nous remercions Mariam Djigo, que nous quittons cette fois pour nous rendre dans le quartier de Cité-Plage, dans la commune de Tevrak-Zena, toujours à Nouakchott, où nous avons donné le micro à deux profils de chercheuses en sciences sociales, Mariam Mintbaba Ahmed, anthropologue, qui s'est notamment spécialisée sur les inégalités sociales, et Dina Bandiom, sociologue de formation, militante féministe et activiste de la santé de la reproduction. Pour conclure ce podcast, nous leur avons fait écouter les témoignages des trois sportifs que vous venez d'entendre et leur avons demandé d'apporter leur réaction, leur analyse et leur regard sur cette question de la pratique sportive par les femmes dans la société mauritanienne. On commence avec Mariam Baba Ahmed, qui a notamment rappelé les spécificités de la communauté maure, communauté arabo-berbère, tout en rappelant les évolutions constatées dans la pratique. Et voilà, il y a quelque chose, il y a de l'effort quand même, c'est-à-dire il y a quand même voilà, une négociation dans les trois témoignages. Puis il y a ce côté quand même où à chaque fois il y a quelque chose qui est gagné. On voit tout de suite ce qu'apporte le sport comme bien-être, comme satisfaction de soi, comme aussi rentabilité matérielle pour le dernier témoignage. Quand j'entends ça, je vois quand même on est passé d'un point A à un point B et que aussi j'imagine que ça dénote aussi du fait que dans les communautés de la vallée, on va dire, il y a quelque chose qui a changé dans l'acceptation, parce que dans ces communautés aussi, l'effort physique de la femme, c'est un effort qui est tourné vers la famille, vers le champ, vers les enfants, voilà. Et donc un effort qui serait tourné vers soi, c'est aussi une façon d'individualiser, de se projeter, de s'accaparer son corps. Et je sais que ça, c'est nouveau même dans ces communautés-là. Si, par exemple, il est dans un milieu alpoula ou wolof, on est habitué à voir les femmes au champ, en tout cas, on n'est pas habitué à voir des femmes courir ou des femmes, voilà. Et que le sport, ces communautés-là aussi, il y a l'idéal masculin est très fort, très présent. Et le sport a tendance à égaliser un peu, même si c'est comme ça de façon superficielle. Bon, déjà, en fait, il y a pas on n'a pas entendu de femmes ou de jeunes femmes de la communauté maure. Donc ça, déjà en soi, c'est assez expressif sur comment ça se passe dans cette communauté. Même s'il y a pas longtemps, il y a eu un débat sur une jeune dame arbitre et tout issue de cette communauté-là. Tout de suite, ça me fait penser à le regard positif qu'on peut avoir par rapport à la performance sportive dans la communauté maure. Quand on parle d'idéal féminin ou de performance féminine, c'est surtout tout ce qui a trait à la beauté, à l'esthétique, au canon, à la douceur. Mais pas seulement, c'est même plus que ça, parce que c'est en rapport aussi avec la faiblesse, le corps faible. Alors là, on est dans le sexe faible par excellence. Et donc, l'idée de femme ou fille maure, ou mauresque comme on dit, qu'on pourrait lier à quelque chose de physique, tout de suite, ça tombe à plat. Parce que justement,
justement le corps déjà, donc de la naissance on va dire à sa maturité. En fait, ce qui fait une femme, là c'est vraiment le cas de le dire, pleine, c'est que c'est une femme faible, c'est-à-dire qui a les caractéristiques qui font d'elle une femme. C'est en premier parce que elle ne peut pas porter de poids, elle ne peut pas courir. Les attitudes valorisées par rapport à elle, ce sont les attitudes d'attente. Voilà, il faut être pondéré, il faut être vraiment dans l'assise, dans toutes les acceptations du mot. Il ne faut surtout pas être dans l'effort, puisque l'effort altère la beauté. Je me rappelle dans certains milieux où il était, enfin des milieux traditionnels, bon, c'est des choses qui existent de moins en moins, mais la chose m'a été rapportée, où par exemple, à une certaine époque, il était très mal vu qu'une femme se retourne, par exemple, s'il y a un bruit à côté, sur la gauche ou sur la droite, il fallait se faire raconter la scène. Donc, imaginez le fait même de déconseiller de regarder par-dessus l'épaule, parce que ça rentrait dans l'effort. Alors là, ça nous éloigne vraiment de cet idéal-là, et que le corps, on ne veut pas retomber dans les clichés, gavage et... Voilà, on en a tellement parlé, mais c'est vrai quand même que le sport, c'est très lié au corps, avant même la santé. Il y a un côté performance, et que le corps de la femme morte, c'est un corps qui est plein, qui est alourdi. Bon, moi, en tout cas, je t'aimerais bien revenir aussi sur déjà le choix d'une femme qui fait les sports. Ici en Mauritanie, on sait ce que ça veut dire. La Mauritanie étant ce qui est là, c'est un pays très conservateur. Donc, il y a déjà, étant femme, on est discriminé, mais étant femme aussi qui pratique souvent des disciplines qui sont vues, en tout cas perçues comme étant des disciplines que devraient pratiquer les hommes. Donc, on a un peu, disons, un cumul de discrimination. Et ce cumul de discrimination aussi, c'est ce que vit un peu les femmes, mais plus les femmes qui sont dans le milieu sportif. Je parle en connaissance de cause pour avoir été aussi une ancienne je ne sais pas comment dire, praticienne du Kung Fu aussi un peu. C'est que les gens ne veulent pas admettre qu'il y ait des femmes qui excellent dans certains domaines qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Quand on parle des arts martiaux, c'est des choses qui ont lien avec des muscles, qui ont lien avec la force, qui ont lien avec beaucoup de choses. Et alors qu'ici, les femmes sont associées à autre chose, sont associées à la douceur, sont associées à la non-violence, sont associées à plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la pratique du sport. Je ne dis pas que les arts martiaux, c'est une pratique violente ou qui mènerait à la violence, mais souvent on dit ça. C'est pour cela d'ailleurs que les femmes qui pratiquent les sports, on vous dit tout de suite quand on va, mais j'ai pitié de ton mari. C'est comme si elle pratique du sport pour pouvoir en fait peut-être se mettre dans une relation d'égale force à un homme ou à son éventuel mari. On dit jamais à un homme sportif, j'ai pitié de ta femme. On ne voit pas de rapport de violence et de force entre un homme et sa pratique de sport, parce que c'est un homme, donc c'est normal qu'il fasse des choses qui ont un lien avec la force. Par contre, la femme, c'est autre chose. Dans les trois cas, on voit souvent qu'on revient à cette stéréotype de femme qui renvoie à la douceur, qui renvoie à plein de choses, donc il est anormal, très mal vu qu'une femme fasse ça. Surtout ce père qui est venu retirer ses propres enfants, pour dire en fait parce qu'ils vont faire des écarts et qu'elles vont perdre leur virginité. Parce que justement, c'est ce qu'on attend d'elles, qu'elles soient des femmes, qu'elles soient vierges, qu'elles soient prêtes à être mariées, des femmes de foyer, donc ainsi de suite. Donc si il y a une quelconque menace, parce qu'en fait, si on devait hiérarchiser les choses qui sont importantes, par exemple cette société pour les femmes, bien sûr pour eux la virginité est 10 000 fois plus importante par exemple que la santé mentale et physique de la fille. Donc on voit clairement aussi comment nous on se situe par rapport à ça. Quand on voit des femmes qui pratiquent les sports et qui le pratiquent en plein temps et qui le font malgré toutes ces contraintes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça et de l'entendre, et surtout de tenir aussi longtemps, parce que la difficulté aussi c'est qu'il y a plein de femmes qui ne tiennent pas le coup, parce qu'à côté des insultes, des parents qui n'encouragent pas, la société qui te regarde différemment, plein de choses, il y a plein qui ne continuent pas, donc il y a plein qui au cours du chemin aussi arrêtent. Maintenant, l'autre aspect que moi j'ai relevé aussi, c'est cet aspect positif même sur l'estime de soi. La personne, quand elle pratique quelque chose, que ce soit les sports ou autre chose, et qu'elle se rend compte que cette pratique en fait lui amène quelque chose, comme Taïcha Gueye qui dit se maîtriser encore plus, d'autres qui dit avoir des gains sur ça. Donc ça renforce un peu aussi leur estime de soi. Donc leur estime de soi, surtout par rapport à la femme qui vit avec un handicap. Donc ça représente beaucoup de choses au niveau personnel, mais pourtant que la société ne voit pas comme ça. Tu as mentionné un truc, les raisons pour lesquelles les femmes quittent le sport, le regard, les insultes, les commentaires de la famille, etc. En Europe, il y a, dans la première moitié du 20e, il y a un livre qui a eu pas mal de succès. C'est Une chambre à soi. C'est une autrice anglaise en fait, à qui on a demandé, elle a eu une commande en fait, d'un ouvrage
pour expliquer de quoi avait besoin une femme pour écrire. Et elle a dit 500 livres et une chambre à soi. En fait, le propos derrière, c'était de dire que les femmes n'ont pas d'espace pour elles. Elles sont tout le temps envahies par les enfants, le mari, les visites, etc. Qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour les femmes. Et comme en plus, elles sont souvent au foyer à l'époque où elle écrit, il me semble que c'est dans les années 20 ou les années 30, en fait, elles n'ont même pas l'espace professionnel pour aller se réfugier. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Comme il y a un peu cette idée d'échappatoire, en fait, tu citais les raisons qui font que les femmes laissent le sport. En fait, est-ce que les obligations familiales aussi, elles rattrapent pas aussi des fois les femmes qui pratiquent le sport et qui font que juste elles ont plus le temps en fait d'aller s'entraîner, etc. Absolument, parce qu'elles ont beaucoup plus de, comment dirais-je, elles ont, je dirais pas occupation, mais que ça soit dans le milieu professionnel, dans tes activités propres, mais en plus du foyer, parce qu'on sait ici que le foyer aujourd'hui c'est une affaire de femmes. C'est la femme qui gère tout, et le foyer, le ménage, les enfants et tout le monde. Donc forcément, dans une journée, peut-être que tu as moins de temps de faire certaines choses. Et d'ailleurs, dans la pratique, par exemple, des arts martiaux, les maîtres le disent souvent. Ici, moi, je l'ai entendu plein de fois. On me dit, ah, tu es là, mais on sait qu'une fois mariée, tu vas disparaître. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent parce qu'elles sont mariées. Mais les gens ne se rendent pas compte. Elles ne disparaissent pas parce qu'elles veulent disparaître, mais elles disparaissent parce qu'elles ont beaucoup plus d'obligations sociales ou je ne sais quoi à faire, étant des femmes mariées, contrairement à quand on est un peu dans le célibat. Donc tu as beaucoup plus de charges, que ce soit des charges physiques et même en dehors des charges, même des charges mentales. Donc forcément, elles n'ont pas toujours le temps de faire ça, surtout quand elles sont mariées. Donc c'est l'une des raisons qui explique aussi, une fois mariées, souvent elles n'ont simplement pas le temps de le faire. Moi, de ce que j'ai entendu là, je me rends compte qu'il y a un changement. Par contre, ce changement, par exemple, je sais, là, j'ai beaucoup parlé de la société more traditionnelle, on va parler de là au jour d'aujourd'hui. L'effort physique, les soins, on va dire, au corps par le sport, la bonne hygiène de vie par l'exercice et tout, ça se résume à quoi? On va dire dans l'univers citadin, nouakchotois ou peut-être les capitales régionales et autres. C'est soit du footing, donc on est quand même dans quelque chose qui est assez progressif et très sobre, ou du sport en salle, que dans un univers pas mixte du tout. Et aussi, on vient pour perdre de façon maîtrisée, ou on vient perdre du poids, mais on ne vient, c'est pas le sport dans le sens, c'est quelque chose qui est très lié à la santé, c'est très lié à quelque chose de précis, c'est très lié, bon, il n'y a pas le fun de la... Il n'y a pas l'idée de performance. Non, c'est juste, en général, c'est toujours l'idée de, voilà, c'est pour perdre du ventre, les choses un peu basiques. Ouais, toujours la beauté. Il y a quelque chose, il y a un but. Santé, pour la santé, parfois pour l'esthétique, mais aussi, il y a une limite à ça, c'est-à-dire perdre du poids, mais pas trop. Par exemple, dans mon entourage, pour celles qui font du sport en salle, on évite de prendre des choses qui vont faire travailler les biceps ou les muscles du haut du corps, parce que il faut pas aussi non plus être musclé, il faut pas prendre le risque de changer la féminité du corps. Donc il y a quand même là aussi une négociation, alors là, mais c'est dans le sens contraire, pour rester arrimé quand même à un idéal traditionnel. Si d'un côté, pour les 3 témoignages, là, on prend conscience quand même d'un changement, de quelque chose qui s'est passé par rapport à soi, par rapport à la maîtrise de son corps ou de sa projection, ou voilà, de brèches ouvertes comme ça. Dans l'univers, moi, je suis plus sceptique. D'abord, on n'a pas entendu de témoignage. Non, le corps féminin ne s'appartient pas encore, ne se projette pas dans ce sens-là en tout cas. Ça se maîtrise d'une autre façon, c'est en train de changer. C'est sûr qu'on n'est plus dans le gavage systématique, mais on n'est pas non plus dans le corps filiforme, sain, dans le modèle mannequin. On n'est pas dans ça. On est dans quelque chose qui suit son cours, un autre cours qui n'est pas le cours sportif qu'on vient d'entendre, mais qui est encore très lié à tout ce qui est un phénomène de mode propre, local. Le sport au féminin, donc dans les salles et même à domicile, ou voilà, les machines d'intérieur qui font faire de l'exercice et tout. Mais pas plus que ça. Le footing généralisé avec les maladies comme le diabète, la tension et tout. On a de plus en plus de jeunes personnes, de jeunes femmes qu'on voit qui font des parcours de santé comme ça en début de soirée et autres. Mais voilà, là aussi, ça reste lié à une consigne médicale ou quelque chose. Et puis, il y a cette question de virginité, parce que c'est au-delà du corps, toute la symbolique du corps qui reste inchangé jusqu'à tel moment. Si on voit des jeunes dames déjà mariées,
mariés, faire des exercices qui font vraiment sport. La chose est vraiment rare côté jeune fille, c'est-à-dire une jeune fille de 15 ans, si elle fait du sport, c'est juste la course ou quelque chose, mais c'est pas tout ce qui risquerait de toucher à certaines parties du corps. C'est pas permis et c'est même pas dans le contexte. Cette histoire de gavage, en réalité, elle matérialise la maîtrise du corps. Ce qui reste important, c'est que dans l'idéal d'éducation, une fille, c'est celle qui marche pas beaucoup, qui va pas par exemple chez les voisins, qui traîne pas, qui reste tranquille et tout. Donc même si la charge de gavage n'est pas là, la consigne, elle reste là. Quand on est une femme, une jeune femme, il faut pas être turbulente, il faut pas être dans le mouvement. Donc là, on est dans le contraire du sport. Il faut rester dans l'assise, quoi. C'est juste pour dire en fait que c'est pas que la communauté Maure, même dans le milieu alpulaar et autres. On a maintenant de plus en plus dans nos quartiers des salles de sport qui sont ouvertes, pas des salles d'arts martiaux, mais des gymnastiques. Et souvent c'est mixte dans certains quartiers, dans d'autres c'est pas mixte. Par contre, ça aussi, j'ai eu à le remarquer, que la plupart du temps, pour celles qui vont, moi en tout cas de ma perception, c'est même pas lié à la santé ou à l'amour du sport. Mais c'est encore à ce besoin esthétique en fait, d'avoir des formes par-ci, c'est-à-dire de perdre un peu du ventre, d'avoir un peu plus de rondeur, un peu plus d'hanche. Donc c'est du sport un peu ciblé sur le corps de la femme. Il y a des parties à éliminer, d'autres un peu à augmenter en termes de... Exactement, donc ça renvoie toujours à l'esthétique, à la beauté, à la demande de ce que la société voudrait faire du corps de la femme idéale, son corps doit être comme ça ou en tout cas vu comme ça. Donc c'est souvent ça en fait. Donc ça nous renvoie toujours encore une fois à la beauté et à tout ce que la société attend par rapport à la femme. Et ça pas que dans la communauté Maure, mais dans toutes les communautés. Nous arrivons au terme de cet épisode. On remercie Fatou Niang, Aïcha Gueye et Mariam Djigo, à qui l'on souhaite du courage pour la suite et dans la pratique de leurs disciplines sportives respectives. On remercie également Dieynaba Ndiom et Mariam Minbaba Ahmed pour leur lumière et leur analyse sur ce sujet riche. En vrac, quelques remerciements pour Fatih Khan d'abord, pour son aide précieuse à la traduction de l'interview en langue pulaar, Marine de Mailly pour avoir prêté sa voix pour le doublage, et le groupe Inigo Montoya pour les sons du générique. Un remerciement spécial enfin à Alia Abbas, journaliste indépendante exerçant à Nouakchott et qui nous a accompagnés sur tous les entretiens de ce podcast, dont elle a assuré l'enregistrement et qui a mis à disposition son matériel. On espère que cet épisode vous a intéressé et a contribué à déconstruire quelques idées reçues sur la Mauritanie. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au blog de la Lumière de Réverbère. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et retrouver les épisodes des podcasts sur les plateformes SoundCloud, YouTube ou Arte Radio. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.